Bon après-midi à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 8 avril, si je ne me trompe pas. Je vais essayer de répondre un peu à vos demandes parce que, bon, voilà, notre rôle, c'est ça. Même si moi, mon objectif, ce n'est plus analyser la situation, mais c'est trouver la solution à la situation africaine. C'est-à-dire, comment opérer, quoi faire pour sortir l'Afrique de cette situation de non-vie, de ce chaos programmé, de cette souffrance de plus d'1 milliard d'êtres humains. C'est les solutions qui m'intéressent. Si c'est pour analyser, beaucoup de nos frères, il y a des centaines de canaux YouTube, des centaines de canaux WhatsApp, les vidéos circulent, les gens analysent, ils expliquent, mais personne ne donne une solution. Et vous savez tous que la solution ne peut pas venir de la politique. Je dis que la solution ne peut pas venir de la politique simplement parce que nous avons posé des actes politiques. Quand par exemple le gouvernement malien est allé au Conseil de sécurité des Nations Unies avec les preuves à la main que le terrorisme dans le Sahel est piloté, financé, protégé par la France et ses alliés, la discussion, si cette accusation du gouvernement malien a été bloquée, jusqu'à aujourd'hui, personne n'en parle plus. Je ne sais même pas si ça intéresse encore ce gouvernement. Mais pour vous faire comprendre que quand un pays des Nations Unies arrive au Conseil de sécurité avec des preuves pour demander un débat sur les crimes commis au Sahel, tout est bloqué, rien ne passe. Ça doit nous donner à réfléchir, mais nous allons y revenir. Pour nos frères du Congo, différentes personnes m'écrivent pour me dire que ouais, au Congo, les gens n'arrivent pas à sortir parce que quand ils veulent sortir, la police va les frapper. Mais c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous demandons, que vous sortez, que la police vous frappe. Nous savons qui est le patron de la police. Nous savons qui sont à la tête de l'armée. Qu'ils vous frappent, que ça soit filmé, que le monde entier voie un peuple qui est en train de lutter pour son intégrité territoriale, qui est frappé par les autorités de ce pays. Donc ça veut dire simplement que la police est complice, pas la police en tant que telle. Les chefs de la police congolaise sont tous des vendus, des minables, des misérables, qui ne pensent qu'à leur vente, qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucun amour pour leur peuple, parce que ce qui est en train de se passer au Congo, ce n'est pas le problème du Congo, c'est le problème de l'homme noir en général, de toute l'Afrique. Et je dirais d'ailleurs de toute l'humanité. Quand des crimes sont commis de façon aussi évidente aux yeux de tout le monde et que personne n'ose ouvrir la bouche, que les autorités de ce pays frappent les fils de ce pays, c'est ce que nous voulons. Nous allons monter au créneau, dénoncer au Quilombo, on va les dénoncer devant les institutions internationales, on va dénoncer le chef de la police. Mais aujourd'hui, là, nous sommes assez organisés pour pouvoir agir quand nous décidons de le faire. Nous sommes assez organisés pour pouvoir agir si l'échiquier international, si nous décidons de le faire. Voilà pourquoi, à chaque fois que je sors, je demande pardon au gouvernement malien en leur disant libérez Ben. Parce que déjà, il y a un projet qui est sur pied, j'ai été contacté, j'ai donné mon accord. Mais si nous mettons ça sur papier et que nous faisons ça tourner, que nous envoyons ça au cours de justice, ça va créer des problèmes au gouvernement malien. Et nous ne le voulons pas en ce moment parce que ce n'est pas le moment de faire la guerre entre nous, mais c'est de trouver voies et moyens pour nous unir, pour défendre notre terre. Donc je répète de nouveau ici, devant toute l'Afrique, libérez le frère Ben et qu'il se mette au travail pour son peuple. Vous n'allez pas pouvoir le retenir là-bas. Ne nous obligez pas à prendre des positions. Ça va vous dépasser ce que ça va déclencher. Ça va vous dépasser. Hein? Vous êtes libre de nous sous-estimer. Rappelez-vous bien que moi, j'ai dénoncé la France à la Cour pénale internationale. J'ai envoyé le dossier à tous les gouvernements du monde, à toutes les cours de justice internationale. Je peux le faire contre vous. Je peux le faire contre toi, Koïta. Je ne le fais pas parce que je crois que tu n'es pas responsable direct de ce qui est en train de se passer. Je crois que tu es influencé par d'autres personnes qui, derrière le rideau, travaillent pour nos ennemis exogènes, c'est-à-dire les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Il faut comprendre une chose, ça c'est très important. Il faut arrêter de dire la France, l'Italie, tout ce beau monde-là travaille pour les mêmes pouvoirs, la banque, les usuriers internationaux. Je profite ici pour vous présenter ce livre parce que beaucoup de jeunes me font des demandes si c'est quoi l'oligarchie. Voilà un bouquin qui peut vous aider à comprendre parfaitement c'est quoi l'oligarchie.
Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine de Carol Cucler, présenté par Pierre Hillard. Je vais vous lire ce grand livre de Carol Cucler, 1910-1977, professeur à l'université de Georgetown, est paru en anglais après sa mort en 1981. Nous pouvons affirmer que cette apparition en langue française de l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine est véritablement une œuvre de salubrité publique. En effet, grâce aux travaux de cet universitaire américain, il est désormais possible de mieux connaître les arcanes de ce monde oligarchique opaque dont l'action a été déterminante pour le monde anglo-saxon et par ricochet pour la planète entière. L'auteur développe et explique à partir d'abondantes pièces d'archives, ce ne sont pas des hypothèses, que les élites anglo-saxonnes ont élaboré dans la deuxième moitié du 19e siècle un véritable plan de bataille afin de permettre à l'Empire britannique, associé aux États-Unis, d'asseoir une hégémonie complète sur le monde. Cette volonté de puissance et de domination a été l'œuvre d'une poignée d'hommes. Je répète, a été l'œuvre d'une poignée d'hommes liés intimement à la haute finance de la City et de Wall Street. Tout un groupe issu de la haute aristocratie et bourgeoisie britannique en liaison avec une élite américaine émerge. Fort d'un travail de bénédictins, Carol Cucler recense les noms et expose les ambitions de cette superclasse ou famille technocrate avant l'heure définie par des liens sociaux et familiaux étroits. Selon Cucler, les puissances du capitalisme financier 1850-1932 avaient pour ambition de créer un système mondial de contrôle financier dans les mains du secteur privé capable de dominer le système politique de chaque pays et l'économie mondiale. Ça, c'est un bouquin de moins de 500 pages que je conseille à tout le monde de lire. Parce que quand vous lisez ça, vous comprenez pour quelles raisons, quand je vois certaines analyses faites par des activistes, je dis qu'ils n'analysent que la superficie. Moi, je vais dans le fond. Il faut comprendre le fond des choses pour pouvoir savoir à qui nous avons affaire, contre qui nous combattons, ce que j'appelle des entités démoniaques, c'est-à-dire des démons incarnés dans un corps humain. Donc, à partir d'un tel bouquin où il expliquait comment ils ont construit la toile d'araignée financière, économique et monétaire dans laquelle toute l'humanité est versée aujourd'hui, quand tu comprends ces choses-là, tu comprends d'où vient la dette africaine. D'ailleurs, je vous conseille un autre livre que je n'ai pas à côté de moi ici, de John Perkins, Les confessions d'un assassin économique. Vous pouvez même en trouver en vidéo. Hier, j'ai partagé une petite portion sur mon canal Telegram et YouTube, où il vous explique comment, à travers les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ces gens-là font pour endetter tout le peuple du monde, surtout nous en Afrique. Comment ils font pour nous endetter, sachant que le système est fait de telle sorte que nous ne pourrons pas payer. Et quand nous ne pouvons pas payer, ils viennent dire qu'ils vont refinancer cette dette-là. Et en la refinanciant, ils vont nous imposer des ajustements structurels. Ce que le criminel qui est assis sur la Côte d'Ivoire, Ouattara, est venu dans les années 90 imposer en Côte d'Ivoire. Et ces ajustements structurels, ça signifie quoi? Tailler sur l'école, tailler sur la santé, tailler sur tout ce qui est social. Déjà, chez nous, on n'a rien. Et puis, ils vont tailler quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont appropriés de toutes les industries naissantes de l'Afrique. Ils ont tout pris à 0 francs. Et jusqu'aujourd'hui, on est dans ça, mais on est arrivé au paroxysme de cette situation-là. Aujourd'hui, nous en Afrique, nous sommes au paroxysme de ce vol, de ce pillage, de cette délinquance légalisée, légitimée, pilotée par toutes les institutions qu'ils ont créées, comme les Nations Unies, toutes les grandes institutions que vous connaissez. Je vous ai dit, je ne me rappelle pas c'est dans quel État américain, si c'est l'Illinois, je ne me rappelle pas, où ils ont lancé un projet de loi pour interdire les Nations Unies, le World Economic Forum et l'Organisation mondiale de la santé de pouvoir décider quoi que ce soit dans leurs États. Ça veut dire que dans le monde, des gens sont en train de se révolter contre ces usuries internationales, ces criminels, ces entités démoniaques.
Pour revenir à notre situation, j'ai dit à nos frères du Congo, le cas du Sénégal est un cas d'école. Le cas du Mali est un cas d'école. Le cas du Burkina est un cas d'école. Vous ne pouvez pas vous asseoir et dire non, si nous sortons, la police va nous frapper, voilà pourquoi les gens ne sortent pas. Ça là, ce sont des argumentations futiles. Parce que ici, c'est une question de survie pour le Congo. C'est une question. Aujourd'hui même, les Soudanais, ils envoient des miliciens soudanais déguisés en bergers sur le territoire congolais. J'ai à côté de moi, pour mieux comprendre, voilà le bouquin de Charles Nana que je vous avais déjà présenté. À l'intérieur de ce bouquin, vous comprenez toute la problématique congolaise. Et il n'y a pas que ça. Il y a celui-ci qui est en italien, Rosso Cobalto, comment le sang du Congo. Tout ça, je ne parle jamais, je ne parle pas dans le vide. Quand je parle avec preuve à la main, je parle avec documents. Je passe mon temps à étudier. Parce que si tu ne sais pas contre qui tu combats, tu ne peux pas comprendre. Voilà un livre d'une grande, vraiment d'une grande importance. Seulement, la traduction en français n'existe pas parce que l'auteur le vend lui-même ses bouquins. Pour l'acheter, il faut rentrer en contact avec lui. Le 4e Reich, ils sont, je vous les lis en français directement, ils sont plus puissants que jamais et conditionnent la vie de toute la planète. Une enquête sur l'international noir. Ça, là, ça vous permet de comprendre ce qui se passe en ce moment en Ukraine, ce qui est en train de se passer en Palestine, tout ce que nous subissons en Afrique. Voilà un autre livre aussi qui est d'une importance capitale. Ici, il est en italien, mais je crois que celui-là, vous le trouvez en français. Les loges internationales. Comment, à travers les loges internationales, ces gens-là pilotent toute la politique mondiale, toute l'économie mondiale, toute la finance mondiale. Et ça, c'est le livre qui regarde l'Italie, qui est de mon ami personnel, le juge Carlo Palermo, Armageddon. Bon, ce sont des documents, ça c'est un des plus importants juges d'Italie, un des plus importants encore en vie, qui est mon ami personnel. Quand tu arrives à faire le dénominateur commun en tous ces travaux-là, tout est clair sous tes yeux. Tu comprends que nous avons affaire à des bandits, à des gangsters, à un groupe de familles, à un groupe d'alliances qui ont pris le contrôle de toute l'humanité à travers quoi? À travers la monnaie et à travers la dette. Je vous ai dit hier qu'il y a deux façons de contrôler un peuple. Ou par la guerre, c'est-à-dire la violence en tuant, en terrorisant les gens, en les faisant fuir de leur terre, ou par la dette. Dette en bambara, comme on appelle ça, djourou. Djourou, ça veut dire corde, c'est-à-dire dette là, c'est comme on t'a mis une corde au cou. Donc avec ce système-là, de la monnaie dette, avec ce système de dette créé des riens, parce que ces banquiers-là créent l'argent des riens, je répète, des riens, ils n'ont rien, ils ne font rien, ils créent l'argent, aujourd'hui même, le peu d'argent qui circule, l'argent papier là, ils veulent même éliminer ça. C'est des bipsis des computers, des gens qui n'ont rien, qui ne travaillent pas, qui ne foutent rien, qui créent de l'argent et qui les prêtent aux États. Quand normalement, la première, hier j'ai écouté une interview du grand frère Nicolas Ogbou, si RT je crois, où il parlait de la monnaie de l'AES. Il n'y a pas quelqu'un, depuis 20 ans, 25 ans, Nicolas Ogbou ne fait que crier à l'Afrique comment on fait pour créer sa monnaie et de façon simple. Comme il a dit, c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. On fait le projet de loi, on l'envoie au Parlement, on le vote, le lendemain on fait venir les machines, on tape nos billets. Et nous, Africains, comme je suis en train de le répéter depuis des semaines, nous, peuple d'Afrique, là, la valeur de notre monnaie, le collatéral de notre monnaie, là, c'est quoi? C'est nos richesses. Nous sommes sauvagement riches. Toute l'Afrique est sauvagement riche. L'Afrique subsaharienne, c'est autre chose. Quand tu pars d'Israël pour arriver en Afrique du Sud, là, mais c'est... On peut pas appeler... C'est scandaleux la richesse. Quand tu arrives dans la région des Grands Lacs, c'est scandaleux. Aujourd'hui, tout le monde sait les richesses du Mali. Pétrole, gaz, or, diamants. On a tout. Cobalt, manganèse, lithium.
Il n'y a pas quelque chose qui nous manque en Afrique. Et si la monnaie est une unité de mesure, que la monnaie normalement sert pour faire des échanges, pour faire du commerce, nous là, la valeur de notre monnaie, c'est notre richesse. Et je vous ai dit, je le répète, il faut que nous, Africains, nous sortons du système SWIFT. Parce que tant qu'on est dans le système SWIFT, les gens là, ils peuvent nous créer des problèmes dans nos échanges internationaux. Le professeur Nicolas Oboou en a parlé. Et tant qu'on est dans le franc CFA, donc le gouvernement de l'AES peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est que c'est de la parole dans le vent. Parce que tout ce que nous devons faire, nous devons passer par la France. C'est inévitable. Sur le chéquier international, tout ce que nous devons faire, nous devons passer par la France. Plus de 80% de nos devises sont bloquées au trésor français. Expliquez-moi pour quelle raison. Ça veut dire que nous, les singes, l'homme noir qui est un singe dans la jungle des sauvages, ils ne sont pas capables de se gérer. Il faut que des blancs viennent pour gérer la vie des... Mais c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Ça, c'est un manque de respect à l'humanité africaine. C'est un manque de respect à l'homme noir. Et tout ça avec la complicité de ce que vous appelez intellectuels en Afrique, de ce que vous appelez dirigeants. Ce sont des indignes. Les peuples africains travaillent, les 80% de leur travail est bloqué au trésor français. Ils nous donnent le mécanisme du franc CFA. Je vous ai dit, je vais commencer à reposter et mes anciennes interventions et celles du professeur Nicolas Oboou. Tout ce que j'ai emmagasiné sur la structure du franc CFA, on va vous mettre ça sous vos yeux. Hier, j'ai fait exprès, j'ai posté l'intervention de l'actuel premier ministre italien sur un de mes posts au moment où j'ai déclenché la lutte contre le franc CFA ici. Le soutien qu'elle m'a donné, aujourd'hui qu'elle est arrivée au pouvoir, le franc CFA en Europe, c'est interdit d'en parler. C'est-à-dire c'est toute l'oligarchie financière mondiale qui profite de l'Afrique à travers le franc CFA. Ce n'est pas seulement la France. La France, c'est sa colonie, donc elle retient. C'est-à-dire, nous, on travaille, l'élite française prend notre travail, notre temps, notre sueur, notre sang. Il nous impose ce que nous pouvons avoir de nos devises. Mais comment nous pouvons accepter ça? Vous, là, politiciens africains, expliquez-nous. Ceux qui sont au Mali en train de dire au colonel Koïta, il faut aller aux élections. Ça fait 75 ans que vous êtes au pouvoir. Vous n'avez pas construit une route au Mali. Une route, vous n'avez pas été capable de construire. J'ai des vidéos ici que je n'ai pas postées, où des villageois pour avoir l'eau potable, comment ils souffrent. Quel est le budget du Mali? Où tout ce budget-là s'en va? Bande de voleurs. Vous n'avez pas honte? Ceux qui ont fui le Mali, qui s'asseyent en France pour parler de démocratie, vous êtes des indignes, vous êtes des fils maudits. Vous serez maudits, vous et votre descendance. Vous n'avez pas honte? Les gens nous mettent dans des accords commerciaux criminels, des accords, c'est-à-dire, ils nous traitent comme des esclaves en plein 21e siècle. Ils nous imposent une monnaie où nous travaillons, ils prennent notre argent. Nous, on ne peut même pas sortir pour aller acheter une paire de chaussures quelque part sans l'accord de la France. Parce que nous, on n'est pas capable. La première charte des droits humains a été élaborée au Mali par l'empereur Soundiata Keïta, dont je suis un descendant. Je répète, la première charte des droits humains a été élaborée au Mali, l'actuel Mali, là, par Soundiata Keïta. Au moment où en France, les gens vivaient encore dans des cavernes. Que les gens arrêtent de se foutre de nous. Que les gens arrêtent de se foutre de nous. Et nos premiers ennemis sont ceux qui viennent de notre peuple, c'est-à-dire les ennemis endogènes, les soi-disant politiciens, les soi-disant intellectuels, des indignes, des nègres des salons. Ils n'ont pas du tout honte. Ils voient la vérité sous les yeux, ils tournent, ils font semblant, parce que tant que eux et leur famille sont dans le beurre, les 99,99% du peuple africain peut croupir dans la misère. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité. Et ces nègres de salon se baladent dans le monde et parlent au nom des peuples africains dont ils sont les gardiens des camps de concentration. Créer une monnaie, ça ne demande pas
Il faut des passages, mais il faut d'abord, avant tout, la volonté politique. Ça fait 2 ans que nous attendons. Ça fait 2 ans que la France continue de sucer le sang des Africains. C'est-à-dire le gouvernement Rothschild de France. Et le combat que nous menons là, c'est un combat de dignité parce que l'homme noir a été trop piétiné sur cette planète-là. On nous piétine encore aujourd'hui. Partout on nous piétine. Partout on nous crache dessus. Partout on nous pisse dessus. Pourquoi nous devons l'accepter? Moi, j'ai toujours dit l'humanité est une et indivisible. Cette condition de l'homme noir sur la planète est voulue par ces maudites élites sataniques, ces entités démoniaques qui gouvernent le monde à travers le mensonge, la manipulation, la violence et la monnaie. Sankara s'est levé contre eux. Ce garçon était un messie. À une époque où l'Afrique ne comprenait rien, quand il a dit que nous devons refuser de payer ses dettes, ils l'ont assassiné. Aujourd'hui en Afrique, je ne vois pas un seul dirigeant qui sort pour dire il faut refuser de payer ses dettes. Il n'y a pas un qui a le courage de le dire, alors qu'ils savent que ce sont des dettes illégales, illégitimes et odieuses. Au moins en France, il y a des gens qui ont le courage de lever un peu la voix, en Italie, partout. En Afrique, aucun politicien africain n'a, c'est-à-dire les problèmes fondamentaux, c'est les problèmes réels de l'Afrique, la politique africaine les vide. Ils ne font que divaguer, raconter du n'importe quoi aux Africains. J'ai dit ce problème de terrorisme, là, je demande aux dirigeants de l'AES, comment vous comptez régler ça? Quelle est la solution que vous donnez aux gens? Vous pensez que nous allons rester là à vous regarder? Chaque jour, nos militaires vont combattre. Si on a gagné cette bataille aujourd'hui, demain ils ont tué ici, après demain on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire péter quelque part à Bamako, à Ouaga ou à Niamey. Comment vous comptez régler le problème? Donnez une explication aux peuples africains. Vous n'êtes pas des rois, vous n'êtes pas nos rois, vous n'êtes pas nos patrons. Vous n'êtes que des gens au service du peuple. Il faut que vous vous mettez ça une fois dans la tête pour toujours. Vous vivez dans des privilèges, vous êtes dans des positions de privilèges parce que le peuple a accepté que vous soyez là. Votre légitimité, c'est les peuples africains. À partir du moment où le peuple ne vous supporte pas, vous sautez. Vous avez vu tout ce que Macky Sall a fait au Sénégal. Il a dû partir. Et j'ai dit aux gens, ne soyez pas pressés. On l'a laissé partir. Mais la justice poursuit son travail. D'ici peu, vous allez voir ce qui va sortir sur lui. Vous allez voir, moi j'ai dit, je donne toujours ma confiance à Sonko. Sonko ne va pas permettre à Macky Sall. Politique là, c'est pas gros cœur, c'est stratégie. C'est comme une partie d'échec. Il est sorti. Mais la justice va continuer son travail. Tous les vols, tous les crimes que Macky Sall a fait, il va répondre devant le peuple sénégalais. Sonko sait qu'il n'a pas le choix. Toute sa crédibilité dépend de ça. Et je viens ici dire à Sonko, amicalement, parce que tu sais que je te supporte. J'ai toujours été derrière toi, même quand il y a eu des moments où certaines situations m'ont fait avoir des doutes, mais j'ai dit l'homme n'est pas parfait. Ton rôle, c'est que nous te demandons, toi et ton gouvernement, le jeune, je n'arrive pas à retenir son nom parce que je vous ai dit, je l'ai connu avant-hier, Faye, je crois, Dioma Faye. Votre rôle là, c'est jouer de telle sorte que l'Afrique puisse créer une banque d'investissement africaine, afro-africaine. Votre rôle là, c'est ça. Il faut créer une nouvelle BCAO entre ces 4 pays-là, Mali, Burkina, Niger et Sénégal. Et petit à petit, quand un pays se libère, il rentre dedans. Quand un pays se libère, il rentre dedans. Mais la chose principale est que notre monnaie doit être basée sur un collatéral clair, tangible. Nos richesses. Le Sénégal est sauvagement riche. Le Mali est sauvagement riche. Le reste, ça, tout est un problème technique, comment coordonner les choses. Mais c'est la volonté politique avant tout. Il faut une monnaie afro-africaine. Et nous, peuples d'Afrique, nous devons nous lever pour refuser de payer cette dette-là. Si les peuples d'Afrique, mais imaginez-vous dans toute l'Afrique, nous nous levons, on dit on ne paye pas ces dettes. Ils vont faire comment? Ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils auront honte aux yeux du monde entier. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de les annuler. Mais si nous ne bougeons pas, nous sommes sur la toile, on analyse. Si, c'est vrai, toutes ces analyses, c'est bon, ça fait comprendre aux gens. Mais il n'y a pas d'action politique derrière, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien.
Et j'ai dit au gouvernement de l'AES, vous ne pouvez pas tenir un peuple dans un combat contre le terrorisme encore pour les 10 prochaines années. La seule façon de faire arrêter ce terrorisme, c'est permettre au peuple de s'élever, parce que c'est vous qui bloquez. Vous empêchez les jeunes de s'élever, vous empêchez les jeunes de se coordonner. Quand les gens veulent faire quelque chose, vous envoyez vos éléments pour diviser les gens entre eux, pour empêcher qu'il y ait un soulèvement populaire pacifique. Je répète, pacifique. Pour nous adresser directement aux États-Unis d'Amérique, à la France et à l'Angleterre, pour leur dire que nous savons que vous êtes ceux qui sont derrière le terrorisme, nous savons que le sang qui est versé, le crime commis aujourd'hui en Israël, en Palestine, c'est vous qui êtes derrière, vous n'êtes que, vous utilisez les Israéliens comme les Palestiniens, comme chair à canon, parce que c'est dans vos intérêts pour contrôler, pour tenir le Moyen-Orient dans le chaos. Il ne faut jamais commettre cette erreur-là, prouver de la haine ou de la colère contre d'autres peuples, parce que c'est comme ce que le gouvernement algérien fait. J'ai vu les gens s'indigner. Vous devez comprendre que le peuple algérien n'a rien à voir dedans. Ces élites algériennes au service des marchands de la monnaie et de la dette ne font ça que pour créer de la zizanie, de la confusion, de la colère, parce que ces gens, ils vivent de notre colère, de notre peur. Aujourd'hui, l'humanité a un tournant où, si nous ne faisons pas attention, ces gens-là, désespérés comment ils sont, ils sont capables de tout. Les Iraniens sont sortis pour dire que le bombardement sur l'ambassade, leur ambassade en Syrie, a été ordonné par les États-Unis. C'est-à-dire, c'est avec l'accord des États-Unis. Nous avons écouté des officiers allemands qui préparaient des attentats en Russie, officiers d'un pays qui prépare des attentats contre un autre pays. Nous avons vu les Américains et les Anglais détruire le Nord Stream 2 qui transportait l'énergie à bon prix de façon facile de la Russie vers l'Europe. C'est une guerre qu'ils sont en train de mener contre l'Europe. Et qui mène cette guerre-là pour eux? C'est l'élite européenne, c'est-à-dire l'Union européenne, l'Union nazie européenne construite par la CIA. Tous les draps qui sont en train de péter partout en Europe, si le vol, la corruption de ces dirigeants-là. Et chez nous en Afrique, ces gens-là se présentent, ils viennent nous parler des droits humains, des bêtises, de n'importe quoi. Et nous sommes là, nous les écoutons. Je vais m'arrêter là. J'ai dit simplement, nous avons une solution. Moi, ce sont les solutions qui m'intéressent. Comment sortir l'Afrique de cette situation? Ça ne peut plus durer. Nos populations ne vivent pas, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. La grande partie de la population africaine vit en zone rurale. Ils n'ont rien. Pour quelle raison? Et vous êtes assis dans les capitales, vous continuez à tenir ces discours mielleux, ces langues de serpents, à raconter des bêtises aux gens. Vous devez vous mettre au travail maintenant. Et permettez aux peuples africains de se lever. J'ai dit aux Congolais, c'est une excuse que vous trouvez. Au Sénégal, Macky Sall a tué les violences que les Sénégalais ont subies. Pendant combien de temps ça est sous vos yeux? Parce que tout était documenté. Ça n'a pas été facile. Vous, le cas du Congo est encore plus grave que celui du Sénégal. Parce qu'au Sénégal, c'était maintenir une structure de nègres de salon sur le Sénégal pour tenir le Sénégal comme le précaré de la France-Afrique, donc des marchands de la monnaie et de la dette. Mais au Congo, c'est détruit le Congo. Ce qu'ils ont tenté de faire en Russie, là, Poutine l'a dit, moi je le disais déjà il y a longtemps, parce que c'est des documents que j'ai lus, qui sont très clairs, mais Poutine l'a dit publiquement, leur intention c'était de diviser la Russie en 3-4 parties. Et leur intention c'est de diviser le Congo en 3-4 parties. Un indigne comme Kilombo peut faire quelque chose. Un gars pourri, vendu comme ça, il peut faire quelque chose. Jeunesse du Congo, c'est vous qui devez prendre vos responsabilités. Si vous ne les prenez pas, ne dites pas que c'est la police. La police a tué au Sénégal, l'armée a tué au Sénégal. Ils ont utilisé tous les moyens qu'ils ont, mais les Sénégalais n'ont pas baissé les bras jusqu'à arriver à leurs objectifs. Et au Congo, c'est la même chose que nous devons faire. Je veux voir 10 millions de Congolais. Quand vous dites police frappe, là, c'est parce que vous êtes 10, 30 personnes. Si des millions de Congolais commencent à marcher sur ces ambassades-là de façon pacifique, quel policier qui aura le courage de dire qu'il va affronter des millions de Congolais? Au contraire, la police va s'ajouter à vous. C'est des excuses que vous cherchez pour ne rien faire. Tout ce qui arrivera au Congo, les premiers responsables, vous êtes les premiers
premiers responsables. Nous, on continue de travailler pour le Congo, même si ça ne se voit pas, mais derrière les lignes, nous bougeons nos pions. Et les Congolais avec qui je suis en contact savent les sacrifices que je suis en train de faire en ce moment pour le Congo. Mais votre part, la partie la plus simple, que 10 millions de Congolais, 600 millions d'habitants, 10% de la population se lève, encercle ces ambassades-là de façon pacifique. Vous vivez là, vous dormez là, tant que la guerre à l'est du Congo n'est pas finie. Voilà la solution du Congo. Et dans l'AES, je dis aux dirigeants de l'AES, soyez honnêtes avec vos populations. Soyez honnêtes avec vos populations. Permettez à la jeunesse panafricaine de s'organiser dans les 3 grandes capitales de l'AES, se lever pratiquement contre la guerre, contre le terrorisme financé, piloté par la CIA, l'MI6, le Mossad, la DGS française, c'est-à-dire toutes ces organisations criminelles qui parlent au nom des pays, au nom des peuples, alors qu'ils travaillent contre leur propre peuple. Là. Permettez à la jeunesse africaine de se lever par millions dans tout l'AES pour faire arrêter cette guerre du terrorisme contre notre peuple. Parce que si les Africains se lèvent, accusent directement les États-Unis, ils sont obligés de retirer les terroristes. Et vous savez tous que ce que je suis en train de dire est la vérité. Donc arrêtez de faire semblant. Je m'arrête là et je dis encore, nous on est Africains, donc le respect pour nous c'est important. Mais comme on dit en Bambara, Mbi Bonye, Animbi Seranye, Kokelente, je te respecte et j'ai peur de toi, ce n'est pas la même chose. J'ai dit au colonel Koïta, libérez le frère Ben, libérez le frère Ben s'il vous plaît. Ne nous obligez pas, ce n'est pas le moment que nous nous attaquons à vous. Parce que si ce problème-là, nous le traînons sur le plan international, ça commence à devenir viral, ça va vous affaiblir. Ben n'a rien fait. Les raisons pour lesquelles il est en prison, nous le savons. Vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter tous ceux qui vous ont fait arriver au pouvoir. Toi, Koïta, dans ta vie, tu n'as jamais pensé un jour que tu allais être président. Et ce qui se passe là-bas, à l'intérieur du Mali, nous savons. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de tenter de sauver ton pouvoir. Parce que si tu ne nous écoutes pas, tu partiras avec la honte, avec l'humiliation. Vous avez vu Daniba au Burkina, comment il est parti. Regarde Macky Sall. Malgré tout ce qu'il a fait, comment il est parti, nous allons tous assister à la fin de Ouattara en Côte d'Ivoire. Tu es un jeune frère. Et moi, je dis, quand je te regarde, je vois en toi une personne propre. Mais il faut te mettre au travail, il faut travailler pour le Mali, il faut libérer les jeunes Maliens qui ont mené cette révolution qui est devenue autre chose, ce n'est plus une révolution, c'est devenu un truc de famille, les gens, chacun cherche sa position, des politiciens véreux, 75 ans, vous n'avez pas été capable de construire une route, vous venez nous parler de démocratie, des imbéciles qui fuient le Mali, qui vont à l'extérieur pour attaquer ton gouvernement. Mais Koïta, dans quelle position tu nous mets? Comment nous on peut te défendre quand tu prends les nôtres, tu les fous en tôle pour des bêtises? Comment nous on peut te défendre? Et il faut que tout le monde sache, si Koïta tombe, le Mali ne tombe pas. Hein. Moi, je suis en contact permanent avec le Mali. Koïta peut tomber, le Mali va continuer. Hein. Au contraire, ceux qui vont venir après Koïta vont savoir ce qu'ils doivent faire. Le choix est à toi. Tu as le choix de décider de ton destin. Tu veux finir comme les Blaise Compaoré, les Daniba et compagnie. Continue dans cette voie-là, en jouant avec les politiciens, des ennemis du peuple malien. Continue à tenir en prison les dignes fils du Mali et continue à permettre aux gens de voler autour de toi. Je vais vous raconter une histoire, c'est l'histoire de Gbagbo Laurent. Vous savez, Gbagbo, ils ont pu l'avoir parce que c'était un moment où l'Afrique n'était pas consciente. De deux, Gbagbo s'est retrouvé autour de lui pendant que ce pauvre monsieur combattait. Gbagbo était prêt, paix à son âme. Notre soeur, comment elle s'appelle, Maëliba, avec qui je bavardais beaucoup, qui m'a donné beaucoup de secrets de l'intérieur du pouvoir de Gbagbo. Au moment où Gbagbo combattait contre la France, autour de lui, les gens ne faisaient que voler. Jusqu'à un certain point où Gbagbo a dû taper le poing sur la table. Pour dire, ça suffit. C'est parce que Gbagbo était entouré de vauriens, de nullards qu'ils ont pu avoir Gbagbo. Ça, c'est un. De deux, parce que la société civile africaine n'était pas encore consciente. Sinon, Gbagbo était prêt à sortir du franc CFA. Tout était prêt. Voilà ce qu'ils n'ont pas permis. Voilà pourquoi ils ont attaqué la présidence de la Côte d'Ivoire. J'ai dit à nos dirigeants, ne vous offensez pas pour ce que je dis. Je ne veux pas offenser quelqu'un, mais il faut que je sois clair avec vous. Nos aspirations, vous devez les suivre.
Vous n'êtes pas des rois, vous n'êtes pas nos patrons, vous êtes au service du peuple africain. Nous sommes tous ici au service de notre peuple. Chacun joue son rôle. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les solutions. Et les solutions, je vous les donne depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je parle, je dis au peuple de se lever. Il y a des Africains qui font tout pour empêcher cela. Vous pensez que si 10 millions de Congolais se mettent sur pied, cette histoire ne finit pas? Ça va finir. Encercler ces ambassades là, pacifiquement, on vit là. Tant que la guerre de l'Est là ne finit pas, nous on ne bouge pas de là. Et si ça s'aggrave là, on coupe l'eau, on coupe courant. Il faut que toutes les bases américaines dégagent de l'Afrique. Je vous ai ce livre là, il vous explique tout, à qui on a affaire. Il faut que toutes les bases américaines dégagent de l'Afrique. Il faut que toutes les bases françaises dégagent de l'Afrique. Ils ne sont pas là-bas au nom du peuple américain ou au nom du peuple français. Ils sont là-bas pour les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort qui gouvernent le monde entier à travers ces fausses monnaies. Et nous les Noirs, on a trop subi. On a 600 ans, on est dedans. Ça suffit maintenant. Aucun dirigeant, aucun politicien ne pourra mentir aux peuples africains. Et si vous nous empêchez de nous lever pour défendre notre intégrité, notre dignité, notre droit naturel de jouir de nos biens, vous allez voir comment vous allez finir, vous et votre famille. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement que je vous donne. Bonne soirée à tout le monde.